Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta s'est rendu ce mardi 15 novembre 2022 à la ligne de front à Kenya-Rushinya, à 10 km de Goma, en Nord Kivu, pour encourager les militaires kenyans de l'EAC qui vont prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo. Plus de 500 000 personnes vivent aujourd'hui avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo et près de 20 000 ont contracté le virus en 2021. Les estimations indiquent que 14 000 hommes, femmes et enfants seraient décédés des suites du VIH-Sida dans les pays l'année passée, selon l'ONU-Sida. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indique clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. La ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a répondu à l'invitation de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Elle a été entendue sur les plaintes que les députés ont reçues de leurs électeurs sur les arrestations et les détentions arbitraires, le non-respect des délais de prononcer des jugements et arrêts, les conditions de détention. Cette commission est présidée par le député Simon Ianano. Les thématiques pour lesquelles votre commission entend de ma part des éléments de réponse concernent pratiquement toute la chaîne pénale qui partent de la procédure préjuridictionnelle en passant par l'instance juridictionnelle poursuivie par l'exécution de la peine en cas de condamnation. Elles traduisent en fait les ressentis de la population face
à la perception qu'elle s'est faite de notre justice qui est pratiquement au banc des accusés. Et qu'en est-il alors du magistrat du parquet non cité dans l'énonciation de l'article 151 pré-rappelé? Ne doit-on pas insinuer que le ministre de la Justice a un droit de regard sur ce que fait le magistrat du parquet, de telle sorte qu'il peut l'orienter dans la façon de bien faire les choses? Permettez-moi de vous dire qu'il n'en est pas le cas, tant il est vrai que même l'article 70 de la loi organique numéro 13/011 trait B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui place les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice à travers le pouvoir d'injonction sur les parquets ne lui donne pas le champ libre, car cet article limite la portée de ce pouvoir d'injonction. Par ailleurs, c'est aussi important de rappeler à l'attention de l'Auguste Commission que même la discipline des magistrats est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature à travers les chambres disciplinaires, a martelé la ministre d'État, ministre des Gardes de Sceaux, Rose Mutombo Kessé. Le projet Sauvons le Congo, deuxième épisode, initié par le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO, présenté aux représentants des confessions religieuses ce lundi 14 novembre 2022 à Kinshasa. Cadre choisi, la salle des conférences du Centre pour handicapés physiques. Devant les différents représentants des églises de la RDC, la vice-présidente du MRJUCO et le secrétaire général Patrick Ekouchou, en nom du président national du MRJUCO en mission, Maître John Mbayantita, expliquaient aux représentants des confessions religieuses l'objectif du projet Sauvons le Congo, deuxième épisode, et les soucis du MRJUCO. Le MRJUCO avait pensé que si chacun de 800 partis et regroupements politiques mobilisait 100 jeunes, on aurait 800 000 recrues. Et si environ 5 000 églises mobilisaient chacune 50 jeunes, on aurait 250 000 jeunes. Ajouté aux 80 000 de partis politiques, le pays aurait au total 330 000 jeunes recrues, soit 0,33% de la population congolaise estimée à 100 millions d'habitants. Après cette présentation de l'opération Sauvons le Congo, le MRJUCO et les confessions religieuses ont pris l'engagement de regarder dans la même direction. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu ce jour après la présentation de cette initiative nous permettront de regarder dans la même direction pour traduire en actes l'appel à la mobilisation lancé par son Excellence le Président de la République le 3 novembre dernier et auquel plusieurs compatriotes, dont le jeune, ont répondu massivement et se sont enrôlés dans l'armée. Sauvons le Congo, deuxième épisode, ne va réussir qu'avec l'accompagnement de tous. L'agression de la République démocratique du Congo par le M23, soutenue par le Rwanda, la présidente de l'ONG Sourire dans nos villages, Eloge Luyela Nzimbo, s'inquiète de la situation actuelle des enfants de l'Est dont les partis sont pris en otage par les rebelles du M23. Eloge Luyela soutient les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous savez tous que l'Est de la RDC est saccagé par la guerre. Alors nous sommes là pour les encourager, pour le soutenir à bien mener le combat parce que nous, SDV ONG, nous travaillons beaucoup plus pour les enfants. En ce moment ici, nos pensées sont plus fixées pour les enfants qui sont là-bas à l'Est, pour les enfants qui sont dans des cas de réfugiés. Nous nous demandons comment est-ce que ces enfants vont fêter Noël.
En tant qu'ONG, nous avons d'abord de la peine parce que quoi que nous faisions, nous ne serons pas arrivés là-bas pour organiser notre activité de Noël par exemple, avec des enfants qui sont par exemple à Bunagana. Alors nous demandons, nous implorons le gouvernement de faire en sorte pour que ces enfants-là soient sécurisés, en moins que ces enfants puissent quand même fêter Noël dans la paix. Ce sont des Congolais comme nous. Comment dans un même pays, il y a un coin où les enfants fêtent en paix, il y a un coin où les enfants gémissent dans des pleurs. Sourire dans nos villages soutient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour son appel à la mobilisation générale. Nous soutenons la démarche du chef de l'État qui avait demandé ainsi qu'aux jeunes d'aller s'inscrire à l'armée. Vous savez, s'il faut combattre, c'est le moment de combattre. Parce que nous avons tellement négocié. La guerre à l'Est a commencé depuis 1974. Nous avons vu depuis 1979, depuis l'entrée de l'AFDEL. Nos enfants ne font que mourir, nos frères et sœurs ne font que mourir. Et nous savons que par l'aide du Seigneur, nous allons être vainqueurs. Et en même temps, je voudrais aussi profiter à prodiguer un conseil à nos forces armées d'arrêter de se livrer en spectacle, d'arrêter de se prendre des photos, de se faire des vidéos. Ils partent là-bas pour combattre et non pour s'exposer encore auprès de l'ennemi. Que les M23 quittent le territoire congolais, crie l'ONG Sourire dans nos villages. Plus de 500 000 personnes vivent aujourd'hui avec le VIH en République démocratique du Congo et près de 20 000 ont contracté le virus en 2021. Les estimations indiquent que 14 000 hommes, femmes et enfants seraient décédés des suites du VIH dans les pays l'année passée. Et à l'approche de la journée internationale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre, les Médecins sans frontières, MSF, qui ont totalisé 20 ans des prises en charge gratuite du VIH-Sida en République démocratique du Congo, dresse un tableau sombre dans la prise en charge de personnes vivant avec le VIH. Certes, plusieurs avancées ont été obtenues, mais les défis à relever sont encore énormes, s'inquiètent les Médecins sans frontières au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi 15 novembre 2022 à Kinshasa. Cet anniversaire, c'est vrai qu'on a réalisé des projets, mais c'est avec un goût amer. Parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Il y a encore des besoins et il nous faut prendre le devant. Si nous voulons avoir une génération sans sida, il faudra que des enfants ne soient pas contaminés. La prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant enregistre des reculs depuis quelques années et les 2/3 des enfants vivant avec le VIH ne sont pas sous traitement antirétroviraux ARV. Une occasion pour les MSF de solliciter l'implication des acteurs des luttes contre le VIH. Nous déplorons qu'en RDC, qu'il y a encore des personnes qui décèdent du VIH. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas accès au traitement antirétroviraux. Aujourd'hui, il y a des femmes enceintes qui n'ont pas accès au dépistage. Il y a encore des ruptures de médicaments ARV et des endroits non couverts par le VIH suite à l'insuffisance des financements. Nous appelons tous les acteurs de lutte contre le sida de mettre les moyens nécessaires pour accélérer la lutte contre le VIH-Sida. Ce 20e anniversaire de MSF, dont la prise en charge de personnes vivant avec le VIH-Sida sera célébrée par des expositions de photos gratuites VIH-Sida, caravanes motorisées, campagnes de dépistage gratuites et marches. Soucié du développement de sa municipalité, le président Aimé Koussoba vient de mettre à la disposition des habitants de Makala le centre de santé Bobo Toboa Christo, situé sur l'avenue Mbandaka numéro 48A, quartier Mawanga.
La cérémonie d'inauguration s'est déroulée le samedi 12 novembre en présence du roi des Soukou Mini Congo, du représentant du médecin directeur de la zone de santé de Makala, du personnel de ce centre et la population venue faire connaissance de ces chefs-d'œuvre mis à leur disposition. Dans son allocution, le président du conseil d'administration, Aimé Koussoba, natif de Makala, a remercié le roi Mini Congo d'avoir rehaussé de sa présence à l'ouverture de ces centres construits dans le but d'assister les habitants de ces quartiers et donner des soins de qualité à la population. Eza hôpital ya fondation Aimé Koussoba tosali yango pona bana Makala. Pona nini Makala enyokwami mingi. Tokendaka ba traitement musika koluka bipai na bipai. Donc on va quitter. Chef de l'État alobaki Mutu a investir bisika azali. Pour ça netinda ki tosala na Makala to mema 1+. Na beni population Makala baya babanga immeuble te tosali pona bango. Awa ekozala prix moko le plus bas. Cédine Fils de Makala a sollicité l'appui des autorités afin de permettre un bon accès au centre Boboto Bois Christo. Pour le hôpital, on a un niveau terrible. Donc, aya atala pour asunga biso ou asunga population naie, basinisier naie. Na lancé appel na ministre de la santé, Makala to souffrir mingi to na hôpital ya malonga te, mais du moins biso to bandi. C'est Sa Majesté le roi Mini Congo qui a coupé le ruban symbolique. C'est par une visite guidée des locaux, entre autres l'imagerie, le laboratoire et autres, que cette cérémonie a été sanctionnée. La série des civilités de l'artiste Franck Dukisongele continue. Après avoir été reçu par la ministre de la Culture et des Arts en sa qualité du point focal de la JMK, Franck Dukisongele a rencontré ce mardi 15 novembre au centre Wallonie-Bruxelles la déléguée générale de la Wallonie-Bruxelles, Catherine Bright. Des points étaient au centre de leurs échanges, entre autres l'organisation du 2e congrès panafricain et la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante qui se tiendra en janvier prochain. D'une oreille attentive, la déléguée de la Wallonie-Bruxelles, Catherine Bright, a montré son intérêt pour la culture congolaise et s'est dit prête à nouer le partenariat en vue de célébrer avec joie les 2 journées. J'ai eu le plaisir de recevoir Dukisongele, donc un de nos partenaires de toujours, et puis on a le plaisir d'apprendre qu'il est le point focal pour l'organisation de cette fameuse et très importante journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et bien sûr, évidemment, on sera partenaire. Voilà, on est à disposition, on va voir ce qu'on souhaite qu'on fasse. De son côté, le point focal de la JMK a fait savoir que l'objectif de sa mission est de célébrer ensemble la journée avec les opérateurs et entrepreneurs culturels. Nous avions rencontré son Excellence Madame le ministre de la Culture et Arts pour lui montrer l'ensemble des dossiers que nous avions trouvés sur la table. Dans le même sens, on rencontre aussi Madame la déléguée générale de Wallonie-Bruxelles et directrice du centre de Wallonie-Bruxelles, qui est quand même un partenaire de taille en République démocratique du Congo, et à notre qualité de point focal sur cette journée culturelle et afro-descendante, et en même temps lui faire savoir l'organisation d'un congrès panafricain sur la culture, lui faire savoir notre intention de vouloir célébrer cette journée à Kinshasa avec les opérateurs et les entrepreneurs culturels. Nous voulons les partenaires tout autour de cette journée parce que cette journée doit être célébrée. C'est une possibilité de savoir notre identité, qu'est-ce que nous sommes, d'où venons-nous, où nous sommes et où nous allons. La journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante sera célébrée en janvier prochain sous le thème « Conscience culturelle et la paix en Afrique, berceau de l'humanité ».
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.